On passe à présent à la partie politique et actualité internationale, avec pour ouvrir cette partie un petit tour de l'Europe. On va commencer par l'Angleterre, avec l'ancien président Sarkozy qui souhaite faire saigner les Anglais. Napoléon. Tu vas faire ça avec quelle armée, mon petit? Et là, en réalité, il est le ménate d'Emmanuel Macron qui a eu cette confidence, le Brexit ne doit pas réussir. Trop tard, camarade. Trop tard, hein, comme disait MacArthur. Hein, c'est MacArthur qui disait toute bataille perdue se résume en 2 mots, trop tard. Et donc on envoie le nain Magyar au charbon, et donc course sur pattes commence à dire on va saigner les Anglais, oui, Razmoket chef de guerre. Mais non, c'est fini, c'est déjà fini. Ce que tu devrais plutôt prendre en considération, c'est que l'Angleterre est l'un de nos plus gros excédents commerciaux au monde. Et que si Bojo le veut, cet excédent commercial disparaît. Alors toi, t'en as rien à foutre, vu que t'as des chômeurs en France, t'en as fait des millions, mais faut quand même Et surtout, on ne traite pas comme ça un de nos vieux alliés, un de nos vieux amis. Nous ne l'avons pas toujours été, mais contrairement à d'autres nations qui ont des frontières communes avec nous, leurs fils sont morts à côté des nôtres. Et non en face, contrairement à d'autres. Et ça se respecte. Même quand on n'a pas même quand on a été réformé militairement parce que il n'y a pas d'uniforme à ta taille, ce qui est normal, hein, on déshabillait pas les action man à l'époque. Mais néanmoins, reste à ta place. Parce que face à Boris Johnson, de toute façon, tu feras pas le poids et tu le sais. La seule chose, c'est que voilà, tu es le ménate de ton patron. Et en réalité, ces confidences sont sorties à quel moment? L'Union européenne, qui a échoué à empêcher le Brexit, maintenant a jusqu'au 31 décembre et point, vu que les Anglais ont dit qu'ils quitteraient la table, pour faire plier la Grande-Bretagne sur les négociations. Or, Bojo a mis en place ses équipes pour être prêt au no deal. Et vous inquiétez pas, le no deal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il y a un accord commercial préférentiel avec la Grande-Bretagne, soit il n'y en a pas, et donc on est dans le cas de l'Australie, pays du tiers-monde bien connu, l'Australie, qui fait valoir avec l'Union européenne les règles de l'OMC. Tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas mort d'homme, la Tamise ne devient pas rouge sang, voilà, tout se passe bien. On est en diplomatie, on est avec des gens, cher ami, encore un doigt de chéri. Vous voyez, on est entre gens smart et sympathiques. En réalité, que veut l'Union européenne? Que l'Union européenne veut échanger des conditions commerciales, c'est-à-dire en grosso modo l'absence de droits de douane et l'absence de quotas, contre le fait que les Britanniques plient devant la CJUE, au passage ils ont fait le Brexit pour plus le faire, hein, et acceptent, même pour l'avenir, toutes les normes européennes à venir, et s'y conforment. Non. Juste non. Enfin, si Dieu, c'est... donc vous voulez, en réalité, réannuler le Brexit par un traité. Bojo vous dit non et renon. Et vous savez très bien que ça va pas le faire, parce qu'il suffit qu'il menace l'industrie automobile allemande qui est déjà en train de se casser la gueule pour qu'il obtienne gain de cause. Donc arrêtez, vous êtes des teckels, et le teckel ne fait pas de combat de chien. Voilà. Le pitbull en fait. Et Bojo a plus du pitbull que du teckel. Hein? Alors Michel Barnier n'est pas un teckel. J'ai trop de respect pour les teckels. Mais voilà, rappelez-vous de cette phrase quand j'avais dit que un peuple qui n'a pas plié face au V2 ne peut pas plier face à Michel Barnier pour des questions d'anthropologie. Eh bien, ça va se maintenir. Voilà. Le seul problème, c'est que quand il y aura des chômeurs en France à cause de Michel Barnier, va-t-on faire de Michel Barnier ce dont nous aurions dû faire, ce que nous aurions dû faire avec lui depuis longtemps? Est-ce que cette mauvaise graine ferait du bon engrais? C'est une question métaphysique. Voilà.
Parce qu'à un moment, vous savez, des gens comme Michel Barnier, à une époque, on les jugeait pour crimes contre la paix. À Nuremberg, enfin, par là. Vous voyez, c'est... Parce que ça, c'est un crime contre la paix, de vouloir une guerre économique avec un pays allié qui demande juste que ses intérêts soient respectés, ce qui est la base de la diplomatie depuis quand même près de 3000 ans. Jusque-là, vous voyez, on n'est pas chez les excités, on n'est pas dans l'état d'exception. On est dans des choses normales, faites par des gens normaux. La seule chose, c'est que dedans, vous mettez un parasite qui s'appelle Barnier. Qui est acté de l'extérieur, le parasite. Bon. Et d'ailleurs, quelle est la pomme de discorde entre Londres et les Européens? Il n'y en a que deux. L'accès de la City au continent et la pêche. 30% du revenu des pêcheurs français se fait dans les eaux britanniques. Il est tout à fait normal que l'Angleterre reprenne ses eaux. Ça fait partie de la souveraineté territoriale. À nous de reprendre les nôtres et de virer tous les locteux de pêcheurs méditerranéens ou de pêcheurs atlantiques qui viennent, si besoin d'ailleurs, de les virer par notre marine de guerre, et surtout, comme nous avons le deuxième espace maritime mondial, de virer tous ceux qui viennent piller nos eaux à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti. Mais ça vient de la grande politique océanique. Je vous dis juste deux choses. Gardez-le pour vous, on en reparlera le mois prochain, mais deux ouvrages très importants, un est sorti et l'autre va sortir sur cette question-là. Richard Labévière, Reconquérir par la mer. Richard va venir en conférence, mais jetez-vous sur ce bouquin, et vous en avez un autre, qui va sortir de Yann Giron. Autre chose, écoutez sur cette question un homme extraordinaire que j'ai appris à connaître récemment, et qui me fait, en tout cas, qui me fait le grand honneur de son respect, qui est Idriss Aberkane, qui, je pense, a une vision politique. J'ai rarement vu quelqu'un qui avait vraiment une vision de la France comme république maritime. Donc jetez-vous sur ces conférences et sur ces explications, pas que sur ça d'ailleurs, mais croyez-moi, nous avons de la chance que l'esprit français puisse encore enfanter des gens comme ça. Et surtout, pour reprendre un mot de David Degouille, autre camarade sympathique que je salue, le temps est aussi venu d'un souverainisme heureux. Et en plus, l'avantage du type d'intelligence d'Idriss Aberkane, c'est qu'en fait, il est tellement intelligent qu'il vous remplit d'espoir. C'est l'un des bienfaits de l'intelligence, si vous voulez, pas seulement de se dire que quand l'hiver nucléaire arrivera, il restera plus que les mythes et Benjamin Griveaux, quoi. Ça, d'un certain côté, alors peut-être mieux vaut que ça se termine. Mais cet avenir noir ne nous est pas promis, et la mer est très largement notre avenir. Donc, rappelez-vous, Yann Giron, Richard Labévière, Idriss Aberkane. Ce sont deux volets tout à fait westphaliens. L'accès de la City, de toute façon, les banques françaises bavent d'y aller. Et comme la France ne peut pas, on n'a pas la souveraineté, donc on ne peut pas flinguer les banquiers, donc on pliera là-dessus. Si vous aimez pas la City, faut reprendre la souveraineté en France. Hein. Ou alors vous êtes les otages de vos banques, ce qu'est la France, malheureusement. Et d'autre part, la City, excusez-moi, on se fait tout un mythe sur la City, mais la City est dangereuse, oui, mais la finance, d'un point de vue général, est dangereuse, avec ou sans la City. Le Wall Street suffit bien, tous ces gens-là suffisent bien. Hein, ce qu'on appelle la finance offshore, ce n'est pas que la City. Tu vois, ce qu'on appelle, au passage, la finance offshore, ça porte aussi un autre nom, qu'on a oublié d'ailleurs. C'est très récent de parler de finance offshore. Avant, on parlait des euro-dollars. C'est-à-dire les dollars qui circulent en dehors du territoire américain. Parce que le vrai problème de la financiarisation, c'est tout simplement qu'il y a une monnaie monde qui est la monnaie d'un État. Bon, tant qu'on n'a pas posé ce problème-là, on n'a rien posé du tout. Nous pouvons tout à fait... Y a-t-il quelque chose d'exorbitant que Joe nous demande? Rien du tout.
Alors pourquoi se fâcher avec un vieil allié juste pour un rêve qui est mort et pour pouvoir avoir ce plaisir divin de sucer du casque à pointe? Je ne sais pas ce qu'il y a dans les casques à pointe germaniques, mais ça attire l'oligarque français comme la vérole est attirée par le bac clergé breton. Voilà, c'est... Autre chose par rapport au Brexit, les élections en Irlande. On a dit oui, le Sinn Féin va reprendre l'Irlande tout entière. Le Sinn Féin, qui vous ferait regretter que Michael Collins soit mort pour ça, vu l'état actuel du parti, est un parti d'outsiders, qui a été surpris aux élections qui ont été voulues par l'ancien Premier ministre britannique, irlandais, pardon, Leo Varadkar, qui a voulu faire une sorte de blitzkrieg, en disant « j'ai soutenu l'anti-Brexit, je mérite de pouvoir avoir les dividendes de mon opposition au Brexit. » Le problème, c'est, comme les Irlandais ont voté pour des raisons non du tout de Brexit, on va reprendre l'Irlande tout entière, mais pour des raisons de politique intérieure qui sont assez simples, l'Irlandais de la rue ne bouffe plus de la croissance de la crise post-2008, donc ça fait 10 ans que l'Irlandais de la rue ne capitalise plus, et ça se voit à deux choses. Premièrement, une panne d'infrastructure, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Comme toujours, hein. Les transports en commun s'effondrent en Irlande, et deuxièmement, une inflation d'actifs par des loyers exorbitants. Ça vous rappelle rien? Vous êtes sûr que ça vous rappelle rien? Bon, mystère. Et donc les Irlandais ont voté pour le programme socialisant du Sinn Féin, qui d'ailleurs a été surpris, vu qu'il a quasiment fait élire tous ses députés, il n'avait même pas prévu de plus. Alors que, par exemple, aux élections européennes, il n'a pas brillé. Avec son programme, ouais, on va faire payer les Britanniques, tu parles. Ce qui vous a empêché de reprendre l'Irlande, c'est que vous avez tué les meilleurs lors de la guerre civile, et entre autres Michael Collins. Et qu'après, l'Irlande est devenue malheureusement d'un pays de poètes et de prêtres, est devenue un véritable bordel. Et au sens premier du terme bordel. Voilà ce que c'est, ce qu'est devenu l'Irlande. Donc, objectivement, le Sinn Féin aimerait régner en coalition. En réalité, l'Irlande devient ingouvernable. Parce qu'en réalité, le Sinn Féin a toujours été, à cause de ses liens avec l'IRA, mis de côté par rapport à une formation de centre-droit, une formation de centre-gauche. Tu vois, qui sont je veux pas me gourer en gaélique, donc le Fine Gael et le Fianna Fáil. Donc, en réalité, ces élections sont légèrement menaçantes pour Londres, mais pas plus que ça, tout comme les Écossais ne le sont pas réellement. Tout va bien se passer, quand bien même l'Irlande devrait revenir entièrement, je vous le dis sincèrement, ça n'empêchera pas la Global Britain. La seule chose, c'est que l'Irlande du Nord va rejoindre l'Irlande du Sud dans l'ingouvernementabilité, dans l'Union européenne, et donc à terme, dans la sortie de l'histoire. C'est-à-dire que ce peuple s'est battu 8 siècles pour avoir le droit d'accéder à fait des êtres humains extraordinaires. Des Patrick Pearse, des Connolly, des Michael Collins. Un camarade qui tient sa vidéo peut témoigner que j'ai un portrait de Michael Collins dans ce bureau. Donc tu vois, on est passé de ce type humain à je veux avoir la contenance anthropologique du luxembourgeois moyen. C'est bien triste. Donc pour l'instant, Bojo surfe sur la vague. Il prépare certainement un plan de relance, puisqu'il a fait démissionner Sajid Javid, chancelier de l'échiquier thatchérien. Donc ça veut dire que le temps du Red Tory commence, et il a fait des lois sur l'immigration que l'identitaire français de base ne ferait pas, parce que si ces critères migratoires avaient été appliqués dès le début des années 2000, 70% des immigrés qui sont entrés depuis 2000 n'auraient jamais mis un pied en Grande-Bretagne. 70%, ça laisse rêveur. Là, nous, on en prend, allez, au grand maximum, allez, on va prendre des chiffres à la Le Gallou, allez, 400 000. 70% en moins, ça fait
ça fait mal quand même. Hein. Tu vois, si on prend que des chiffres d'entrée à 200 000, tu vois, enfin, si tu veux, sur 200 000, ça veut dire qu'on en aurait eu que 60 000. Sur 400 000, ça veut dire 120 000, tu vois. Tu vois déjà tout ce que... À réémigrer, c'est plus facile que de réémigrer les 400 000. Ouais. Et tu vois, cette alchimie qu'on appelle le Red Tory, les Red Tory, il est peut-être temps de comprendre que Bojo a pensé tout ça. Alors après, on peut gueuler, oui, mais les Européens sont mis à la même enseigne, oui, il n'y a pas de raison. Moi, si tu veux, que ma gamine soit agressée par Mohamed ou par un gang roumain, si tu veux, l'apport civilisationnel du roumain reste à définir. Donc voilà, si tu veux, dernier point, le sommet. Alors les Européens se sont retrouvés en grande famille, et on a discuté pognon. Et la France a dit évidemment je vais payer. Et c'est là où tous les autres ont dit oui mais tu vas payer la totalité. Parce qu'ils veulent pas mettre un copec là-dedans. Résultat, Jean Quatremer a été touché par la grâce. Et oui mais si l'Europe est une idée déjà périmée. Bravo Jean. Bravo. Quand on sait ce que tu es, tu vois, tu vas sortir de la caverne. Tu vois, tu vas voir la vérité et tu vas vomir. Bien sûr que plus personne ne remettra un jeton. Enfin, vous mettriez pas un jeton dans un flipper où il n'y a plus de boules. Ou alors vous êtes un terroriste belge, quoi. Vous menacez de vous faire sauter avec un pétard mouillé. Mais vous connaissez l'histoire du Belge devant la canette. Hein. Je mets une pièce, ça tombe, je gagne, je joue, quoi. Mais c'est fini. Et Macron ne pourra pas payer, c'est 84 milliards quand même, hein, sur terrain. Quand même. Donc c'est fini. Maintenant, il va falloir de nouveaux contributeurs nets, parce que l'Allemagne nous demande de prendre des locteux, hein, parce que le caractère prométhéen, inventif, créateur de l'Albanais du Kosovo, sauf dans des matières de haute technicité, hein, trafic d'êtres humains, la poudre, et l'art de partager sa religion d'amour, de tolérance et de paix, de manière d'ailleurs qu'on pourrait appeler une sorte d'amour à fragmentation, hein, parce que il le partage avec vous en se faisant sauter au milieu de vos rassemblements. Mais mis à part ça, je suis pas certain qu'ils aient grand chose à nous apporter. Moi je dis ça, je dis rien. Mais par contre, il va falloir les subventionner, ces non-États, parce que c'est des narco-États, ou c'est des non-États tout court, hein, c'est le cas du Kosovo. Il va falloir payer pour tous ces gens-là. Donc bon, le sommet est un échec. Dernier point, deux derniers points. D'abord l'Allemagne. Alors l'Allemagne, dans un chef de Länder, CDU, a été élu avec les voix de l'AfD. On lui a lapsus révélateur, hein, Angela Merkel, faisant une espèce de rhinite antifasciste, lui demande de démissionner, ce qu'il fait, et AKK dit, AKK c'était le clone rajeuni de Merkel, hein, avec ce sex-appeal qui a pris ce sex-appeal de Germanique âgée qui fait frétiller notre président. Et elle dit non, l'Allemagne devient ingouvernable, selon quoi elle a raison. Car la stabilité allemande sera bientôt du mythe. Pour une raison. C'est que l'Allemagne a promis à son peuple de devenir une grande Suisse qui pille l'Europe du Sud, en échange d'un sacrifice salarial assez lourd pour l'Allemagne, pour les petites gens d'Allemagne. Bon. Mais ils ont accepté parce que l'envie de domination est plus importante. Manque de peau, les deniers du rêve sont en train de leur échapper. Premièrement, parce que la machine, pour des raisons que nous avons déjà vues dans les entretiens précédents, la machine industrielle allemande s'effondre, et
Dernier point, évidemment la politique migratoire de Merkel, qui si elle a contenté la partie jeune de l'Allemagne, plus le patronat, elle a mécontenté les vieux d'Allemagne de l'Est. D'où les votes pour l'AfD, etc. L'AfD est un parti francophobe, au dernier degré, est un parti latinophobe, au dernier degré, d'ailleurs ne remettra jamais en cause, ni veut la destruction des autres pays européens comme les autres, mais je les préfère aux autres pour une raison, c'est qu'entre l'extrême droite allemande et l'extrême gauche allemande, vous gagnez 15 minutes, parce qu'ils sont plus francs. Donc on a le temps de prendre un café, d'appeler l'amour de sa vie, de faire un câlin à sa fille. Parce que ça vous évite 15 minutes de robinet d'eau tiède sur les droits de l'homme et la fraternité européenne. Donc voilà. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la stabilité allemande est devenue un mythe, et qu'en réalité la CDU est en train de le comprendre. Donc elle va devoir tenter tout en gardant le cap du patronat allemand, c'est-à-dire de refaire venir des consommateurs, et de toute façon les consommateurs qui sont là sont maintenant de bons Européens, donc ils ont le droit, parce que la directive de 2003 le leur donne, au regroupement familial, et l'Afghan et l'Érythréen rugueux, la famille, il en a, vous inquiétez pas, et quand il en a pas, il en fait, et quand il en fait, vous inquiétez pas, ça il sait faire. Donc, tu comprends ? Ils sont qu'au début du looping, hein, ils sont qu'au début du grand 8. Et je comprends que des personnalités de centre-droit allemand ternes comme AKK se retirent d'une Allemagne qui va devenir de plus en plus problématique. D'autant plus que en Allemagne, il y a eu, je crois, 2 attentats de droite radicale. Alors attribués à la droite radicale, parce que il y en a quand même un qui croyait que E.T. lui téléphonait dans l'oreille. Là pour le coup, dans ces cas-là, on est plus dans si c'est du fascisme psychiatrique. Donc moi je veux bien. Mais en réalité, ça commence toujours par les fous, les vagues de violence. Particulièrement dans des pays vieillissants et aseptisés comme peuvent l'être les pays germaniques. Donc il y a une orientation allemande vers la violence, très clairement. Très clairement. L'Allemagne est d'un point de vue démographique et ethnique et économique de moins en moins gouvernable. Toutefois, l'État profond allemand va se maintenir sur un fait essentiel que nous devons avoir à l'esprit. Même si, et je comprends que des personnalités ternes de la CDU, type AKK, etc., se soient retirées, la CDU va devoir se positionner par rapport à l'AfD. L'AfD est déjà à son plafond de verre, elle n'ira pas plus loin. Mais la CDU va devoir reprendre sur elle, tout comme, ou s'allier presque en grosse coalition avec ce qui reste du SPD, peut-être pas, parce que ça lui a nui historiquement à la CDU, parce que la grosse coalition a fait naître une alternative à droite. Mais peut-être même avec les Grünen. Comme tout le monde est pan-germaniste en Allemagne, contre nous, il y a la base de l'accord, ça va être contre nous. Et ça se voit dans le vote récent du Bundestag sur le SCAF, sur le nouveau système d'avions de combat qui doit remplacer le Rafale et l'Eurofighter. On va être très clair, les Allemands veulent 2 choses. Les Allemands veulent 2 choses. Ils veulent contrôler chaque étape de l'avion contre nous, alors que l'avion est équilibré. Il est fait par Dassault, son moteur est fait par Safran, ses systèmes embarqués, drones et connectés sont faits par Airbus, qui est aujourd'hui une entreprise germano-américaine. Il n'y a plus rien de français là-dedans, à l'exception du pôle de Toulouse. Bon, qui sera amené à être liquidé. On aura mangé notre pain blanc là-dessus. Donc, en réalité, le Bundestag est dominé par quoi ? Par les intérêts industriels allemands, donc le groupe MTU et le consortium les consortiums allemands de la défense,
très bien traité par un journaliste que je vous demande de soutenir. C'est un des seuls journalistes, disons, de presse qui connaît les questions industrielles, connaît les questions de défense, moi qui m'impressionne extraordinairement, qui s'appelle Michel Cabiral, et qui est menacé, entre autres, par nos ennemis industriels italiens qui veulent liquider, qui veulent tuer Naval Group. Bon. Or, enfin, qui d'ailleurs devrait pas s'appeler Naval Group, mais ça peu importe, ça c'est mon avis personnel. Et en réalité, les Allemands veulent donc prendre la main sur des technologies, sur nos technologies, et en même temps demandent que le MGCS, donc le nouveau char européen, là dominé par les Allemands, et où les industriels allemands font des caprices de stars, hein, je pense à Rheinmetall particulièrement, et en réalité, ils veulent coupler les deux pour que les Français soient baisés et que leur armée soit détruite sur l'Eurofighter et sur l'avion de combat, et alors que l'avion de combat, vous avez bien compris, Dassault plus Toulouse plus Safran, ça voudrait dire qu'on peut le faire tout seul. Et tout ça, on peut le faire tout seul. Vous voyez ? Et donc, ce qui va être maintenu de l'Allemagne, c'est ça, cette volonté de destruction industrielle. Alors qu'en réalité, la filière, c'est très simple. Une filière, ce que vous la perdiez en amont, ou que vous la perdiez en aval, vous la perdrez entière. Donc, il faut avoir la chaîne entière. Ça nous amène à ce qui se passe en Suisse récemment. On s'est rendu compte qu'une entreprise suisse de cryptage, que tout le monde utilisait, eh bien donnait ses clés de cryptage aux Américains depuis des années. Eh bien c'est très simple, on aurait fait du cryptage français avec des Français contrôlés par la France et par les services français, ça serait peut-être pas arrivé. C'est comme ceux qui disent on va faire de la souveraineté européenne, mot compte double, dans le système du numérique. Ouais. En partenariat avec Microsoft. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, il n'y a pas de souci. Hein, si tu veux, moi, je veux faire un programme de protection de l'enfance en commun avec la Fondation du Trou. Bon, chacun ses rêves, quoi. Mais vous comprenez ? Une chaîne, ça se prend entièrement. Un système de défense, ça va de l'arme atomique à l'arme sur étagère. Tant que vous n'aurez pas compris ça. Et c'est pas grave. La souveraineté industrielle, donc la souveraineté matérielle, finit par renaître. Tant que vous avez le plus important, vous savez ce que c'est ? C'est pas les brevets, c'est pas tout ça, c'est les hommes. Tant que vous avez les hommes et leur génie, vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira et elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Oui. On est déjà reparti de rien, eh bien on repartira de rien, mais n'oubliez jamais la loi historique, une filière, ça complètement, ou ça se perd. Voilà. La souveraineté, c'est comme la maternité, disait Philippe Séguin. En cloque ou pas. Parce que c'est debout qu'on écrit l'histoire. Discours du 5 mai 92. On passe à présent à la Turquie. Vous souhaitiez faire un point sur... On termine par le monde méditerranéen. Bon. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur les primaires démocrates, parce que tout le monde espère que ce qui en sortira tuera Trump, qui vient de sortir triomphalement de cet impeachment qui en réalité lui met une fusée dans le dos. Alors on avait en plus le candidat des minorités homosexuels notoires ce qui est pas moi ce qui me choque absolument pas, j'en ai absolument rien à faire, mais j'estime que d'en faire un argument politique de campagne est quelque chose, si vous voulez, de malsain dans une république. Ça c'est un choix, parce que sinon on finit par voter voilà, pour des gens qui nous ressemblent dans l'intimité, on se dépolitise. Et c'est dangereux pour le corps collectif. Bon, lui, il vient de laisser tomber. Résultat, on a les deux papis, Biden et Sanders. Lequel des deux déambulateurs arrivera le premier face à Trump ? Bon. Pendant que tout le monde a les yeux rivés dessus, le sultan pète les plombs.
Un groupe djihadiste attaque l'armée syrienne, loyaliste, il les tue, manque de peau, on trouve des soldats turcs au milieu des djihadistes. Oh, comme c'est bizarre. Hein, il est évident que la Turquie n'a rien à faire avec le djihad international, c'est évident. Bon. Et ce n'est pas manquer de respect au peuple turc que de reconnaître cet état de fait qui est que une part des milices islamistes étaient des extensions des services turcs. Le sultan monte en gamme, en appelle à l'OTAN, parce que là nous sommes dans l'Atlantique Nord et un membre de l'Alliance se dit attaqué, donc il met par l'article 5 de l'Alliance en jeu les alliances, disons, automatiques. Évidemment, il n'y aura pas d'escalade militaire vu qu'il n'y a plus d'armée en Europe. Le seul problème, c'est l'engagement de l'armée française, parce que c'est la seule qui reste. Bojo, lui, il s'en lave doucement les mains. Évidemment, les Américains n'iront pas. Hein. Trump n'a pas fait la guerre pendant 3 ans et demi, c'est pas pour faire la guerre dans les derniers mois de son mandat. Le personnage n'est pas stupide. Et en réalité, que fait Erdogan ? Erdogan fait ce qu'il fait à chaque fois. Arrêtez-moi ou je fais un malheur. En même temps, il ouvre les portes de l'invasion de la Grèce. Et le petit peuple grec, au comble de son malheur, c'est pour ça, pardonnez-moi de ne pas avoir pleuré sur la drague un peu lourde à Cologne et tout ça, pardonnez-moi, mes yeux sont secs. J'ai tant pleuré les petits enfants grecs. Je suis désolé. Il a donné le coup d'envoi d'une nouvelle invasion de la Grèce, mais cette fois-ci, le petit peuple grec, qui est dos au mur, se défend. Si des exactions ont lieu en Grèce, le peuple grec en est par avance innocent. Les eurocrates qui ont donné tous les pouvoirs au sultan sont les seuls coupables de cette situation. Quand on pousse un peuple à bout, alors oui, tirons peut-être à balles réelles. Oui. C'est le camp des saints, oui, bien sûr. Mais un peuple qui veut survivre, vous savez, la survie, c'est pas beau. Si vous avez vu le film Délivrance, c'est pas beau. Vous voyez un homme qui est en train de se noyer et qui fait tout pour se maintenir à tête haute, c'est pas beau. Mais quand la vie se défend, ça va pas être beau, ça va être point. Et tout simplement, alors il est vrai qu'il a suffisamment de pseudo-réfugiés, vu que la plupart c'est de l'Afghan. Bon, alors l'Afghanistan est un pays en guerre, oui je veux bien. Mais là, comme d'ailleurs le cercle Aristote le dit depuis 2013, hein, nous on avait fait venir des spécialistes russes, d'ailleurs ça s'était terminé dans un très gentil livre qui parle de votre serviteur, Les réseaux du Kremlin en France. Hein. J'ai pu faire voir ça à ma famille, que de célébrités. Hein, j'ai droit à ma propre fiche de police. Et l'accord avec la force nationaliste, qui est devenue une partie du mouvement taliban, donc majoritairement nationaliste pachtoun. Alors on me dit oui, mais on a perdu 90 de nos frères là-bas, oui. On a perdu 90 de nos frères parce que vous n'auriez jamais dû vouloir faire cette guerre. Et parce qu'on négocie avec les hommes qui sont présents. On n'invente pas des démocrates queer en Afghan. Tout comme on n'invente pas, disons, des amateurs de Pride en Syrie, au nom des droits de l'homme. On négocie avec l'homme qui est là. Même si cet homme ne vous plaît pas. Ça s'appelle la diplomatie, ça existe depuis 3000 ans. Ça marche pas si mal. Ça marche pas si mal. Ben vous voyez, l'Afghan rugueux qui arrive en Turquie, ben il est rugueux. Donc quand on lui dit la Grèce c'est là-bas, il n'y a pas de souci, surtout que les Turcs les guident. Et en réalité, que veut le sultan ? De l'argent ? Certainement. Un soutien contre la Syrie ? Certainement. Mais pour nous, il veut autre chose. Erdogan va changer de politique brutalement en Syrie, parce qu'il sait qu'il a perdu. Et à chaque fois qu'Erdogan change de politique, il va au clash, toujours. Il ne comprend que ça. Le sultan est un homme intelligent, mais le sultan est un homme brutal. Et qui ne comprend que la brutalité. Ce qui l'engage lui dans sa politique n'engage pas la grande nation turque ni son peuple, qui est un peuple fin. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'Erdogan doit aussi surjouer la brutalité pour des raisons de politique intérieure. Son échec économique, la crise en partie pilotée de l'extérieur, les Américains l'utilisent. Et là, pour le coup, il se retrouve en face de l'allié qui l'avait sauvé, qui est la Russie.
Et vous voyez que Vladimir Poutine, avec tout le respect que nous devons à la Grande Russie et à sa personne, parce que c'est un très grand dirigeant, Vladimir Poutine s'est illusionné gravement sur le fait de tenir le sultan, parce que c'est la politique turque sur des siècles de se retourner face à la Russie. Et vous voyez, je vous ai déjà expliqué qu'Erdogan est un joueur de cartes. Il a une carte pan-turquiste, il a une carte africaine, il a une carte islamique. Là, ces cartes se contredisent les unes les autres. Il utilise là d'un seul coup, il revient dans sa carte otanienne, sa carte occidentaliste. Parce que face à la Russie, il a deux gros problèmes. La Syrie et la Libye. Parce que lui, il a le gouvernement croupion des islamistes, des anciens islamistes des frères musulmans, alors que le sultan doit comprendre que les frères musulmans ont été dématés. Enfin, une partie des frères musulmans a été dématée. En Égypte, au Qatar, en Libye, en Syrie. C'est terminé. Vous savez pourquoi ? Parce que Hillary Clinton a perdu. Et que c'était elle la marraine de tous ces gens-là. Elle a perdu. Peut-être que Bernie, qui a déjà dit qu'il ferait des frappes sur l'Iran au cas où, vous savez, cette bonne gauche qui sait que face au grand capital, elle va baisser culotte. Donc elle va trouver un brave petit bronzé pour l'éduquer. Et le B-52 est éducatif, surtout quand tu le prends sur le coin de la gueule. Donc, que faire face au sultan ? Pour les Européens, c'est trop tard. C'est trop tard. Sauf à acter une option militaire dont seule la France est capable. Et je le dis tout de suite, la Turquie abrite des bases nucléarisées de l'OTAN. Donc à un moment, il va falloir se calmer tout de suite. Il n'y aura pas d'escalade. Il va falloir malheureusement... il va falloir prendre des mesures de rétorsion terribles contre la Turquie, à mon avis, sur le plan économique. Et je regrette d'avoir à le dire parce que il faudrait pouvoir s'entendre avec le sultan, mais le sultan n'en a pas envie. Il veut aller à l'épreuve de force, et ce avec tout le monde, y compris avec la Russie si nécessaire. Une épreuve de force distante. Il sait très bien qu'au frontal, il perdra. Mais surtout, là, il surjoue parce que sa coalition est en train de s'affaiblir à l'intérieur. Échec économique. Et d'autre part, les kémalistes. Vous savez, les kémalistes, Erdogan arrive à les faire marcher au pas par la menace intérieure. Vous savez, les kémalistes, ce sont, à la base, le terme d'État profond est né en Turquie pour eux. Parce que oui, ils veillent sur la Turquie, tu touches aux frontières turques tout de suite. L'ennemi intérieur kurde. Bon. Le problème, c'est que les kémalistes ont recommencé à réfléchir. Et résultat, la haine de l'arabe, qui était pourtant très fédératrice dans une partie des milieux turcs, c'est atroce de le dire, mais il faut le reconnaître. La haine de l'ennemi arabe, syrien ou autre, faisait passer beaucoup de couleuvres. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et le sultan sait que de surjouer la menace extérieure lui rapporte de moins en moins. Le problème, c'est que c'est la seule carte qu'il a à l'intérieur maintenant. Le pillage de la Syrie n'a pas eu lieu. Il y a quelques denrées qui ont été prises entre-temps, mais le filon s'est tari. Le problème d'Erdogan, c'est que les critères de Copenhague et l'Union européenne lui ont donné le pouvoir. Que le petit peuple grec est tout seul pour se défendre. Que quelqu'un leur vienne en aide. Malheureusement, nous, comme nous ne sommes pas souverains, nous n'aurons jamais ce courage pour l'instant. Mais on dira de la Grèce que Victor Hugo disait de la Serbie martyre face aux Ottomans. Quand cessera le martyre de cette héroïque petite nation ? Et enfin, pour clore cet entretien, vous souhaitiez rendre hommage à quelques personnalités qui nous ont quittés ces derniers temps. Alors, principalement un qui est un grand maître, qui était George Steiner. Qui est George Steiner ? George Steiner était certainement un des grands génies européens. Grand professeur de littérature à Oxford, le grand historien grand historien de la pensée littéraire. Il avait commencé par un ouvrage sur Tolstoï et Dostoïevski. Ce grand maître et ce grand génie intellectuel oxfordien quasiment de caricature. Si vous voulez, c'est
vous savez, ces troglodytes du savoir qui vivent un peu comme des hobbits sur le campus de cette noble maison qu'est Oxford. D'ailleurs, je crois qu'il est mort directement là-bas, dans sa thébaïde d'études. C'est extraordinaire. Enfin, j'ai eu le privilège enfant d'avoir une visite de par mon parrain qui était anglais, que je salue depuis là où il est. C'est magnifique. Et Steiner, il était totalement raccord avec ça. Et Steiner, c'était à la fois un grand génie, dont d'ailleurs l'un des grands spécialistes en France, c'est encore une fois notre ami Juan Asensio, que je salue. Son premier ouvrage, je crois, était sur Steiner. Je crois que c'est son premier ouvrage. Mais je salue Juan, qui d'ailleurs a fait encore un article magnifique sur Steiner dans la zone. Il y a un aspect de Steiner sur lequel je voudrais revenir. Steiner est quelqu'un qui, peu importe Steiner était cet intellectuel qui voulait que la grande pensée juive rencontre la grande pensée chrétienne dans une sorte de symbiose distante, tantôt jalouse, tantôt complémentaire, une sorte de valse de la pensée, de pas de deux. On peut dire que oui, il en voulait au christianisme d'avoir laissé faire la Shoah. Ça, c'est un vaste débat. Mais ce que je n'oublierai jamais chez George Steiner, c'est que c'est l'un des premiers qui a dit « mais ce n'est pas le fascisme qui revient, c'est la liquidation de la diversité culturelle. C'est ça le vrai problème. » Il avait même ce roman qui s'appelle La deuxième carrière d'Adolphe H. Vous voyez bien qui est Adolphe H, hein, un indice, candidat malheureux aux Beaux-Arts de Vienne, où il dit « nous sommes... » où il file, je le dirais avec les mots d'Alain Finkielkraut, qu'il avait magnifiquement dit, comment nous sommes habités et abétis par Hitler. Nous l'avons vaincu et on en parle matin, midi, soir et nuit. Comme si son emprise sur les vivants était plus forte maintenant que quand nos pères l'ont combattu. Et dernier point, George Steiner est un homme qui a fait ces dialogues extraordinaires, télévisés, puis retranscrits en livre, sur Antigone, avec Pierre Boutan. Vous vous rendez compte ce que c'est pour ce grand intellectuel traumatisé par le souvenir de l'Holocauste d'aller voir le fils de Maurras, le fils spirituel de Maurras. Et de dire c'est le plus grand métaphysicien du XXe siècle. Ce qui est certainement Boutan. En tout cas, de 1950 à 2020, c'est certain. Et de voir cette fraternité, c'était des grands hommes. Des petits mecs ne font pas ça. Et George Steiner était une sorte d'homme, vous savez, les hommes et les femmes citadelles. Ces gens comme Françoise Bonnardel, comme Pierre Magnard, ces gens comme Tadao Takemoto, dont je vous ai déjà parlé. Ces gens, ces lumières qui, si elles venaient à s'éteindre, et malheureusement la biologie le fera un jour, bien l'humanité sera un tout petit peu plus seule, ce jour-là. George Steiner, c'était ça. Après, s'il y a du débat de spécialistes, il n'a pas laissé de méthode de lecture de texte, etc. Tout ça, je renvoie à Juan. Mais alors évidemment, il avait un âge canonique, on ne peut pas être là pour toujours. Et puis comme disait Steve Jobs, la mort est la plus belle invention de la vie. Drôle pour un transhumaniste, qu'il n'était peut-être plus sur la fin. Mais on a vraiment perdu un grand homme. Il faudra juste travailler, ruminer. Parce que c'est une œuvre à ruminer, comme disait Nietzsche, ruminer. Steiner, c'est une œuvre à ruminer. D'ici quelques années, nous aurons un ou deux de ces étudiants qui sortiront par l'exégèse ou qui sortiront de l'ombre. Et le fil ne sera pas coupé. Une perte dont nous allons nous remettre facilement. Monsieur Jean Daniel est mort. Qui était Jean Daniel ? Jean Daniel est le fondateur du Nouvel Observateur, donc porteur de valises en Algérie, chrétien de gauche, PSU, gauche libérale. Bon, Jean Daniel est mort, et pardonnez-moi,
Ça doit être le coronavirus, mais j'ai du mal à écraser une larme. Bernard Guetta, anciennement géopolitologue de cour, qui est devenu d'ailleurs un arriviste arrivé, vu qu'il est député En Marche au Parlement européen, a dit « Moi, j'irai pas aux Invalides ». Parce que, si vous voulez, je suis obligé de retenir mes coups sur Jean Daniel, parce qu'il a fait partie de la 2e DB. Comment on peut avoir été dans la 2e DB et devenir ça? Et Bernard Guetta a dit « C'est mon journaliste qu'on enterre ». Oui, bon, on t'enterrera avec, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Comme disait le Brassens dans Le Fossoyeur, la dernière pelletée. Bien sûr, il a reçu tous les hommages de cette presse morveuse, à commencer d'ailleurs par son alter ego chrétien de gauche également, le brave Jacques Julliard, je vous renvoie au livre qu'il avait fait contre le peuple français après le référendum de 2005. Et vous verrez ce que c'est cette gauche caviar qui arrose ses crimes d'eau bénite. Et si vous voulez, cette gauche cléricale au sens pire du terme, c'est la bonne définition du chrétien de gauche. Enfin, si vous voulez, c'est quelqu'un qui prend le pire du socialisme et qui ajoute le pire du catholicisme pour être sûr si vous voulez, de tremper, si vous voulez, d'arroser les calculs froids, les calculs froids et égoïstes d'eau bénite. Et donc vous voyez l'écart d'homme. Il était avec Castro, c'est une interview iconique, quand Kennedy meurt. Dans les minutes qui suivent, la nouvelle se répand à la Havane. Vous lisez l'interview, Castro et mano. Vous pouvez le détester, mais il y a quelque chose. C'est un vrai mec. Il réagit avec dignité, avec grandeur, et il est politique. Et Jean Daniel, qui va profiter de ça comme il a profité de son amitié avec Camus, et la seule supériorité qu'il avait avec Camus, c'est que Camus est mort et lui il est vivant. Vous savez, la seule force de Jean Daniel, c'est qu'il a survécu à tout le monde. Et que comme il était le dernier témoin, on l'a cru. Voilà. La force des gens qui ne s'exposent pas trop, vivre vieux et pouvoir radoter leurs souvenirs. Titre personnel, je pleurerai pas dessus. Par contre, il est le père spirituel de toute la presse dégénérée actuelle. Donc, la bête est morte, reste à retirer le venin. Après, pour passer dans une catégorie moins triste, parce que ce seront des étoiles qui vont nous guider, parce que faut bien que vous compreniez une chose, enfin, modestement, moi j'estime qu'il y a un devoir de mémoire. Il y a un devoir d'histoire et il y a un devoir de mémoire. L'histoire, quand elle est bien faite, quand elle est faite scientifiquement, tout le monde a sa place dans un livre d'histoire. Tous ceux qui appartiennent à la métacatégorie historique. Tous ceux qui influent sur le temps. Parce que l'histoire, c'est pas la science du passé, c'est la science du temps. Là, je reprends cette théorie à mon ami Laurent Henninger. La mémoire, ce n'est pas uniquement de savoir ce que les hommes illustres ou les hommes mauvais ont fait, c'est de savoir dans les pas de qui allons-nous marcher. C'est pour ça que les deux sont importants, mais ce n'est pas, vous le comprenez, la même démarche. Et il y a eu 3 hommes, alors qu'ils ne sont pas aussi grands que George Steiner peut-être, mais qui chacun à leur manière sont des étoiles. Michel Aragon par exemple. Il avait écrit une histoire de la littérature prolétarienne. Ce génie du peuple, sur lequel tout le monde crache, parce que maintenant on essaye de l'empêcher d'écrire. Ce qui est normal, on lui coupe les mains, donc ça peut aller. Vous aviez également Lucien Aimé Blanc, celui qui a coffré Mesrine avec Broussard. Celui qui était mal aimé parce qu'il était un peu un professionnel à la Belmondo. Il vivait avec ce qu'on appelait une fille de mauvaise vie. Donc on lui refusait des médailles, des décorations, alors que Broussard, commissaire Broussard. En plus, c'était la guerre entre la BRD, l'anti-gang, tout ça. Et lui, c'était un peu le mal-aimé de l'affaire Mesrine.
C'était pourtant un grand flic. Mais vous savez, comme les gens qui mangent du gibier disent souvent que la viande, comme disait Cheikh Gario dans Doberman, la viande doit pourrir un peu pour être bonne. Il y a certains flics qui sont un peu voyous, et c'est normal. On suit ce qu'on poursuit. En éthologie, beaucoup d'animaux ressemblent à leurs prédateurs. Et le dernier, Robert Conrad, Pépé. Moi, je suis plutôt tête brûlée que les Mystères de l'Ouest. J'aimais bien les Mystères de l'Ouest. Alors attention, les Mystères de l'Ouest, le générique est pas Charlie. Hein. Il tire sur un Mexicain, il fout une torgnole à une nana. Aujourd'hui, c'est la tôle au moins, minimum. Et c'est vrai que, en plus, ils étaient parfaitement raccord avec celui qui jouait Artemus Gordon. C'est titre personnel, même si j'aime beaucoup Will Smith et j'aime beaucoup Kenneth Branagh, Wild Wild West est un bon film, mais n'est pas une adaptation des Mystères de l'Ouest. Le film n'a pas beaucoup de rapport avec la série. Par contre, Greg Papi Boyington, qui a existé. Hein. Alors, les têtes brûlées, ils étaient pour beaucoup d'origine japonaise, etc. Hein. Ils étaient un peu mis aux marges de la société américaine pendant la Seconde Guerre. Mais ils ont existé, les têtes brûlées. Ce bataillon du Pacifique. Et voilà, on a perdu Pépé, quoi. Et à titre personnel, c'est encore une part de notre enfance qui s'en va, et je me dis que ça méritait quand même un grand coup de chapeau, parce que je sais pas si on se rend compte. Moi, j'aimerais, je suis déjà comblé par ma fille, mais j'aimerais un jour avoir un fils. Je me demande, parce que moi j'ai réussi à avoir ce genre de modèle à la télévision, on avait Pépé, quoi. Maintenant on a Hanouna qui lappe dans une gamelle à chien. C'est le progrès. Voilà, dans un sketch, un humoriste blacklisté disait: tu vas te construire avec Conchita. Moi je me suis construit avec la petite maison dans la prairie. Nous on avait Pépé. Maintenant on lappe dans les gamelles à chien. Je le dis sincèrement, sans vouloir refaire du Papacito ou du Marceau, parce que les camarades le font très bien dans leur registre sans moi, et je les aime beaucoup, d'ailleurs tous les deux, dans leur style. Il va peut-être falloir remettre un coup de barre, parce que sinon c'est l'histoire qui le fera. La faiblesse attire la ruine, et la ruine tue la liberté. C'est pour ça qu'on doit refuser la crasse, qu'on doit refuser l'immigration de masse qui n'aide en rien les immigrés. Parce qu'en réalité, c'est ça qui ramènera l'autoritarisme bête et méchant. C'est ça qui tuera la liberté. Vous comprenez? Parce que quand une civilisation s'affale, à un moment il y a des anticorps qui se mettent en place, c'est normal. Parce que le corps veut vivre, et la liberté en pâtit, parce que plus on attend, plus le tour de vis. Et en tant que défenseur des libertés publiques, je dis juste qu'il faudrait peut-être qu'on évite d'éduquer nos gamins à laper dans la gamelle des clébards. Ou sauf peut-être si on veut les habituer à porter une laisse et des chaînes. J'espère qu'on n'en est pas encore là. Très bien. Merci Pierre-Yves Augeron. Merci à vous. On se retrouve très bientôt. À très vite. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.